Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire, aujourd'hui, on commencera par les good news avec Kalidou Tall, jeune artiste sénégalais, auteur et interprète qui a tenu à nous sensibiliser avec une chanson en wolof, Les Talibés ou Enfants de la rue. Pour le bien-être, David Goodman, chirurgien dentiste spécialisé dans la pose de facettes dentaires pelliculaires, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est. Pour la culture, Amina Aboulhak viendra donc nous parler de son livre Du sang mêlé sur un trottoir aux éditions Baudelaire. Et dans l'instant coaching, Patrick nous parlera des soins énergétiques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Inda. C'est un plaisir de vous avoir. Hein. Plaisir partagé. Eh bien, avec grand plaisir, on va parler des dents, un peu écriture, je suppose. Voilà, exactement. Aboulhak, il est venu avec son livre, justement, Du sang mêlé sur un trottoir. Oui. Mais avant de parler ça, je vais vous embarquer dans les good news. Donc, avec les good news, on va à la rencontre de Kalidou. Donc, Kalidou Tall, qui est un chanteur investi. Donc, il s'investit énormément. Et là, en l'occurrence, il a tenu à faire cette chanson, Les Talibés. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Les Talibés. Non, pas du tout. Alors, il nous explique. Hein, il nous a écrit un texte. Donc, au Sénégal, le talibé est généralement un garçon âgé de 5 à 15 ans, issu d'une famille très pauvre, souvent rurale, confié par ses parents à un maître coranique ou marabout, donc en Afrique il y a beaucoup, marabout, afin que celui-ci se charge de son éducation religieuse. En contrepartie, le talibé doit s'acquitter de travaux domestiques et il est contraint, malheureusement, à mendier dans les rues afin de subvenir à ses besoins et aux besoins de son maître et de sa famille. Il faut savoir qu'en région de Dakar, 30 000 enfants talibés mendiaient chaque jour en 2013. Certains viennent de pays limitrophes, Guinée, Mali, Gambie et des grandes villes du Sénégal, Tambacounda, Ziguinchor, Saint-Louis, etc. Beaucoup d'associations humanitaires mènent des projets en faveur de l'inclusion sociale des jeunes enfants talibés. Les talibés vivent dans des conditions très précaires. Ils sont logés en surnombre dans des maisons délabrées où l'accès à l'eau, l'électricité, la santé, la nourriture sont difficiles. Les sévices corporels sont courants aussi parce que sévèrement battus. Malheureusement. En 2016, le Sénégal a pris la décision de retirer ses enfants de la rue, donc ces talibés, et à ce jour, des centaines d'enfants déambulent malheureusement et mendient encore chaque jour dans les rues, les transports. Et donc, Kalidou Tall nous dit qu'il faut aider les talibés. Donc ça, c'est très émouvant, hein, c'est un cri d'alerte du cœur. D'ailleurs, on va regarder ensemble Kalidou Tall nous interpréter cette chanson. On regarde. Bonjour Linda, moi c'est Kalidou. Merci de m'avoir invité sur l'émission Tout en couleurs. Je suis sénégalais. Je suis né au Sénégal, au Fouta, la nord du Sénégal. Je suis vivre avec une grande famille d'artistes. Bon, je voulais que montrer une chanson que j'ai écrit ça appartient à moi, je voulais que présenter. C'est dans la chanson des talibés, c'est dit l'enfant de la rue. Et merci beaucoup. Talibé, maman ngi joy. Talibé, maman ngi joy. Mune ko loy joy. Talibé, nana gisul yaayam. Loy joy. Nana gisul baayam. Wallah, kan mooy wallah, oh si talibé. Wallah, kan mooy wallah, oh si talibé. Talibé, bul jooy.
kulor mama yoloro anna ye kulor mawdo malin yolo yakar munyi gatu botam diwa muy dunde munyi gatu botam dalibe sol dalal diwa muy dunde dalibe Mumunyi joy Wallo Kanoni wallo Oh Tanade Munyi wallo Mama Kanoni wallo Kunyi wallo Nda kan moo ñuy wallo ku ñuy wallo arret kan moo ñuy wallo ku ñuy wallo Elis kan moo ñuy wallo ku ñuy wallo Jérémi kan moo ñuy wallo Talibé ci biile tali Talibé ci kër yu yàqu mu ngi gàddu potam sol lay dal di wëllu muy dunde wallo kan moo ñuy wallo si talibé wallo kan moo ñuy wallo si talibé moo ngi jooy talibé moo ngi jooy wallo kan moo ñuy wallo si talibé wi wallo kan moo ñuy wallo si talibé moom moo ngi talibé moom moo ngi jooy wallo kan moo ñuy wallo si talibé. Merci beaucoup, merci à vous. Jërë ngeen jëf on jaarama. C'est magnifique, hein? C'est très beau. C'est très beau. Très beau. Et en fait, Khalidou a tenu à nous envoyer aussi la traduction donc, de cette chanson. Quand je suis sortie de la maison, j'ai rencontré un talibé devant ma porte. Il pleure. Je lui demande ce qui se passe. Avant qu'il me réponde, je rencontre une écolière accompagnée de sa maman, toutes deux bien vêtues, qui allaient à l'école. À nouveau, je m'adresse à l'enfant. Talibé, pourquoi pleures-tu? Il me répond, je n'ai plus de maman. Talibé, pourquoi pleures-tu? Il me répond, je n'ai plus de papa. Je lui réponds, ne pleure pas, parce que tu as des guides dans ta religion. Nous devons apporter notre soutien à ces enfants talibés. Chaque matin, les enfants talibés déambulent avec comme seule richesse une boîte vide en fer blanc dans laquelle ils espèrent recevoir le petit peu de survie. Talibé, pourquoi pleures-tu? C'est vraiment touchant. Et en fait, il faut savoir que Khalidou Tal, à travers ce message et cette chanson, il m'a transmis son souhait de trouver un mécène. C'est toujours le problème, c'est le manque d'argent pour pouvoir produire ses créations ou un parrain. Pour enregistrer 3 chansons en studio là-bas au Sénégal, ça s'élève à 120 000 francs CFA, soit 183 €. Donc pour ceux qui veulent l'aider, vous pouvez le trouver sur Facebook, Khalidou Tal. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est un artiste engagé, c'est un artiste
qui aime transmettre des messages et surtout interpeller sur les sujets de société. Alors après ces good news, hein, après cette émotion, parce que c'est vraiment beaucoup d'émotions, hein, c'est vrai qu'il faut mettre en avant justement ces combats, et surtout quand ça touche les enfants. Et bien maintenant on va passer à la santé et le bien-être avec, on n'aime pas trop le dentiste, mais il est là, il est gentil. Personne n'aime le dentiste. Ah, on n'aime pas trop le dentiste. Hein. Bon, ça aussi c'est une fausse croyance, que le dentiste fait peur et tout. Donc David Gutman, chirurgien dentiste spécialisé dans la pose de facettes dentaires pelliculaires, donc clinique, esthétique, dentaire et du sourire. David Gutman, bienvenue dans l'émission Tout en couleur. Alors, c'est vrai que beaucoup n'osent pas sourire. Beaucoup de gens. Alors, on va faire d'ailleurs un peu de culture, parce qu'on a des très belles paroles ici. Voilà. On va faire un peu de culture. À propos du sourire, on voit quand on va dans des musées ou ailleurs, on voit sur les tableaux donc, la représentation de personnes, mais sur les tableaux, on ne voit jamais les gens sourire. On ne voit jamais les dents. Et oui, c'est vrai ça. Vous prenez une photo même de la Joconde. Vous voyez la Joconde sur le tableau de la Joconde. Elle sourit un petit peu légèrement. La Joconde sourit. C'est la seule. La Joconde sourit. On ne voit pas trop. Léger. Très léger. En tout cas, sur tous les sourit. tableaux, dans tous les musées, vous ne verrez jamais les dents représentées. Pourquoi ? Jamais, Parce qu'à l'époque, les gens avaient de si mauvaises dents qu'on ne les représentait pas. Ah, d'accord. Vous ne verrez jamais Louis XIV sur un tableau représenté avec les dents, par exemple. C'est vrai, voilà. jamais. Ouais. D'accord. Donc c'était la petite histoire. C'était la petite minute culturelle. Voilà, absolument. Bon, voilà. on va dire qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'osent pas sourire parce que soit dents jaunies par le tabac, l'alcool, le café, le sucre, exactement, qui fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, comment vous, en tant que dentiste, quel conseil pour ces personnes ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les dents, c'est ce qu'on voit en premier chez une personne. Voilà, les dents, le sourire, les dents, les yeux, c'est ce qu'on voit en premier chez une personne. Et malheureusement, au cabinet, on voit beaucoup de gens qui arrivent complexés, avec un peu la main parfois sur la bouche, parce qu'ils n'osent pas sourire. Il y a aussi le problème, alors, à l'heure actuelle, de tout ce qui est réseaux sociaux et multimédia, qui entraîne une image terrible, parce qu'une image parfaite, aussi bien des dents que du corps, bien sûr. Ça complexe les gens sont complexés, ne savent plus quoi faire. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les dents, naturellement, ne sont pas blanches. C'est-à-dire que tout le monde veut un sourire blanc, enfin, beaucoup de gens veulent un sourire blanc, mais il ne faut pas s'imaginer qu'un sourire blanc est un beau sourire. On peut avoir un très beau sourire en ayant un sourire naturel. Les dents, naturellement, sont un peu jaunies. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est normal. Donc tout à fait, des dents jaunes, l'émail est plus ou moins jaune. Un très beau sourire peut être un sourire jaune. Voilà. Le sourire hollywoodien est un très beau sourire. Mais naturellement, les dents ne sont pas blanches. D'accord, ça c'est bon à savoir. Voilà, déjà. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. Maintenant, concernant le blanchiment, effectivement, beaucoup de gens veulent maintenant des dents blanches. Bon. Concernant le blanchiment en lui-même, il faut déjà savoir que le blanchiment qu'on fait au cabinet ou qu'on faisait au cabinet ne marche pas beaucoup. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est du peroxyde d'hydrogène, c'est de l'acide. À une époque, on utilisait le peroxyde d'hydrogène avec une concentration importante. Et donc du 30%, et 30% de peroxyde d'hydrogène, c'est de l'oxygéné, tout simplement. Quand on met ça sur les dents, alors certes, c'est un peu comme le javel, on va dire, ça blanchit un peu les dents, mais ça les blanchit tellement que ça va les abîmer. Donc ça abîme l'émail. Ça abîme l'émail, voilà. L'émail, c'est une couche protectrice qui est sur les dents. Si on met de l'acide à forte concentration sur les dents, par exemple du citron, parce que beaucoup de gens mettent du citron sur leurs dents, ça abîme les dents, surtout ne pas faire. Il y en a beaucoup qui font ça, qui utilisent le citron avec le bicarbonate. Bon, le bicarbonate, à la limite, pourquoi pas, mais le citron, c'est de l'acide. Quand vous mettez de l'acide ou donc le produit de blanchiment sur les dents, ça va décaper la surface de la dent, ça va abîmer la protection de la dent, la dent va devenir très sensible, le blanchiment va tenir quelques semaines, quelques mois au maximum, et de toute façon, après, le jaune de la dent va reprendre. D'accord, voilà. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez avoir des dents un peu plus blanches, par exemple pour une soirée ou pour les vacances, faites un blanchiment chez votre dentiste. De toute façon, maintenant, le blanchiment est très encadré, ce qui veut dire que les concentrations sont beaucoup plus faibles. C'est plus comme à l'époque, maintenant c'est du 10%. Donc du 10%, c'est très bien, mais n'espérez pas avec du 10% avoir les dents blanches. Voilà. Donc c'est très bien. Vous voulez avoir les dents un peu plus claires pour une soirée, encore une fois pour les vacances, il n'y a aucun problème. Mais n'espérez pas avoir les dents blanches avec un blanchiment.
D'accord. Voilà, déjà, ça, c'est une chose. Okay. Mais ça, c'est bien de le dire, parce qu'il y a certains dentistes qui ne vont pas nous dire ça. Ils vont me dire, oui, c'est très bien. Non, écoutez, allez, chaque dentiste, chacun prend sa responsabilité, mais il faut aussi être très clair par rapport aux patients, ne pas promettre des choses qui ne sont pas vraies. Oui, c'est ça, voilà. Exactement. Alors évidemment, une personne qui déjà à la base a les dents blanches, si vous faites en plus un blanchiment, ça sera effectivement un peu plus blanc. Mais une personne qui a déjà les dents très jaunes, si vous faites un blanchiment, il n'y a pas de miracle. D'accord. Voilà. D'accord. Donc les dents seront un petit peu éclaircies, encore une fois, pour quelques jours, quelques semaines. Il n'y aura pas de miracle. Alors, une personne qui a les dents jaunes, mais qui va avoir des dents blanches. Alors maintenant, voilà. Alors là, on va changer maintenant carrément de monde. Si on veut maintenant les dents blanches, un sourire hollywoodien, il y a ce qu'on appelle les facettes en céramique. D'accord. Donc ce sont des petites... En gros, c'est comme une lentille. Voilà. Okay. Donc c'est une petite pellicule de céramique qu'on colle sur les dents. D'accord. C'est 0,3-0,4 mm d'épaisseur, donc c'est très fin. Et là, ça tient 20 ans, c'est définitif. 20 ans 20 ans. D'accord. C'est 20 ans, on a un recul de 20 ans à peu près. Okay. Ça n'abîme pas la dent, donc les pellicules sont tellement fines que donc c'est posé sur les dents sans abîmer les dents. Auparavant, pour poser donc ces facettes en céramique, il fallait tailler la dent, il fallait meuler la dent, il fallait l'abîmer. Maintenant, les facettes sont tellement fines qu'on les pose sans abîmer les dents. Donc, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de tailler les dents, ou vraiment très très peu dans certains cas. Ce qui permet de conserver la dent et d'avoir le sourire tel que l'on souhaite. Les facettes sont faites sur mesure, donc si vous souhaitez avoir les dents très blanches, on peut faire des facettes très blanches. Mais là, c'est là où on voit une différence entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, on est plutôt dents naturelles. Alors qu'aux États-Unis, c'est blanc-blanc. Alors que plutôt outre-Atlantique, c'est plutôt dents blanches. Ce qui veut dire qu'on peut choisir des facettes non pas blanches, mais couleur naturelle. Voilà, pour une personne qui a les dents très jaunes, on peut augmenter de plusieurs tons sans être non plus très blanc. D'accord. En fait, c'est un habillage dedans. C'est un habillage, tout à fait. Une facette, c'est une façade. Voilà, c'est-à-dire qu'on recouvre la surface de la dent extérieure par une pellicule de céramique, mais effectivement, à l'intérieur, la dent est toujours la même. C'est le principe d'une facette. D'accord. Voilà, c'est un habillage, effectivement. D'accord, donc c'est un habillage. Tout le monde peut faire ça? Tout le monde peut faire ces nouvelles facettes, absolument. D'accord. Donc évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de caries auparavant, donc aller chez un dentiste. Donc on soigne d'abord les caries, voilà. D'accord. Et effectivement, c'est un habillage. Après, on recouvre, une fois que la surface est bien nette, bien propre, on recouvre la surface par la facette en céramique. D'accord. Donc on recouvre toutes les dents. Écoutez, alors en fait, les dents, normalement, quand on sourit, faites voir Inda, souriez. Voilà, Inda a un très beau sourire. Quand on sourit, on voit souvent 10 dents. Les dents du sourire, c'est 10 dents. C'est 5 dents de chaque côté. Ah oui, voilà. D'accord. Oui. Donc, ce n'est pas la peine non plus de mettre des facettes jusqu'au fond. Donc, juste devant, c'est souvent, en bas. Voilà, c'est souvent les 5 de chaque côté. Voilà. Ah, vous savez ce que vous êtes en train de dire, personne ne le sait. C'est un peu mon rôle aussi. Non, voilà, personne n'est au courant de ça. Voilà, quand on sourit, c'est 10 dents, 5 de chaque côté. D'accord. Est-ce que je peux vous poser une question, justement? Quand on fait du détartrage, on retire le tartre des dents. Tout à fait. Ça bousille les dents? Ça fait quoi exactement? Non. Donc le détartrage, effectivement, ça c'est une idée, c'est un préjugé. C'est une très bonne question. Ouais. Et là, c'est un préjugé, une idée. Beaucoup de gens pensent que le détartrage va rayer les dents, abîmer les dents. Certainement pas. D'accord. Voilà. Le détartrage, donc le tartre, c'est quoi? C'est des minéraux. Voilà, c'est du calcaire, tout simplement. C'est du calcaire qui se dépose sur les dents. Voilà. D'accord. Et donc le détartrage, avec un instrument, ça peut être aux ultrasons par exemple, permet d'enlever cette couche de calcaire. Ça n'abîme pas les dents, au contraire, le tartre, ça déchausse les gencives. Ça veut dire qu'une personne qui ne va pas faire de détartrage va avoir des gencives petit à petit qui vont se déchausser. C'est ça qui déchausse les gencives. Tout à fait. Les gencives, c'est quoi? Les gencives, c'est des fondations. Ça veut dire que la dent tient dans l'os et la gencive. Le tartre, c'est du calcaire avec des bactéries, des microbes. Si le calcaire s'accumule, la gencive, petit à petit, va être grignotée. Et souvent, les gens qui ne font pas de détartrage, qui ne vont pas chez le dentiste, au bout de quelques années, ont des dents qui commencent à bouger un peu, des mobilités dentaires, parce que l'os a été tellement attaqué par le tartre qu'il n'y a plus de fondation. Voilà. Vous conseillez combien de fois c'est 2 fois, par an. 2 détartrages par an. Voilà, très important. Pour les dents, puisque effectivement ça va leur redonner leur aspect naturel, et aussi par rapport aux gencives, ça va libérer les gencives. Donc le détartrage n'abîme surtout pas les dents. Non. Voilà, ça c'est important. Ça aussi c'est une fausse croyance. Oui, tout à fait. Oui. Je voulais poser une autre question aussi. Oui, mais voilà. Ça l'intéresse les dents. C'est intéressant. Vous pouvez partir, Inda. Vous pouvez partir, on a un deuxième. Voilà. Oui, dites-moi. Non, c'est vrai, en plus c'est important, c'est le fluor. Est-ce que le fluor agit sur les dents, parce que là, c'est... Très bonne question, et donc d'ailleurs on va retomber sur les facettes après. Donc, il y en a qui pensent que le fluor, il y a une école entre guillemets, on va dire, certaines personnes pensent que le fluor c'est néfaste pour les dents, voire un poison, carrément, certains disent ça, et d'autres disent que c'est bon pour les dents. Et je sais aussi par rapport au Sénégal,
il y a je sais pas, il y en a aussi à Belleville ou à Barbès, une espèce de bâtons là, de fluor qui sont mâchés. Non, ça je connais pas. Mais par contre, ça aussi. Voilà, c'est au fluor, il paraît que c'est très bon pour les dents. Oui, non. Des bâtons. Je connaissais pas. Je connaissais pas. Une espèce de bâton comme ça, espèce de bâton qui est mâché comme ça, qui contient du fluor. Au Sénégal, ils en prennent pas mal aussi et ça, en fait, ça paraît-il, blanchit les dents. Mais il y a du fluor dedans. Donc le fluor ne blanchit pas les dents, donc le fluor déjà est très bon pour les dents, pour l'émail dentaire. D'accord. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau des femmes enceintes, on donne ce qu'on appelle du Zimafluor, donc des petits comprimés de fluor, ce qui permet de renforcer la qualité de l'émail. Donc l'émail est très bon, le fluor est très bon. Par contre, on s'est aperçu, il y a eu certains abus, c'est-à-dire qu'on a à une époque donné un peu trop de fluor. Ouais. Voilà. Ouais. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, effectivement, les adolescents ont de très très bonnes dents. Par contre, un excès de fluor entraîne ce qu'on appelle une fluorose. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit des adolescents, des jeunes adultes, qui ont tellement pris de fluor, pourquoi pas d'ailleurs sous forme de bâton ou ingérés par leur maman enceinte, voilà, des comprimés, voilà, que ça fait des petites taches, donc ce qu'on appelle une fluorose, des petites taches blanches sur les dents de devant. Oui, voilà. J'ai vu ça. Et quand on voit des adolescents avec des taches blanches sur les dents de devant, ça, c'est un excès de fluor. Alors, l'émail en lui-même n'est pas atteint, donc c'est pas pathogène du tout, dans le sens où les dents sont en très bonne santé, mais ça fait comme un tatouage blanc sur la dent. Et ça ne part pas, ça? Alors non, ça ne part pas. Ça ne part pas. Et c'est l'intérêt, justement, on rebondit sur les facettes. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On met les facettes. Voilà, donc dans ces cas-là, c'est une vie. des indications des facettes pour une personne qui a une fluorose ou inversement, une personne, alors on voit aussi ça souvent en cabinet, des gens qui ont pris tellement d'antibiotiques en étant jeunes que ça fait beaucoup de taches, ça couleur les dents. Ça c'est souvent vrai avec ce qu'on appelle les tétracyclines, où ça fait des taches marron sur les dents. Et une des indications des facettes, c'est justement de masquer ces taches, ou de fluorose, ou de tétracycline. D'accord. Et ça recrée un sourire. Les gens, bon pas pour les fluoroses, mais surtout pour les tétracyclines, les gens qui arrivent avec des dents tachées marron, qui n'osent plus sourire. Ouais, c'est dur. Quand on remet des facettes après, sans abîmer les dents, ça, bien sûr que ça permet aux gens de sourire, de revivre. Ah, oui. C'est ce que vous appelez le smile design? En fait, non. Enfin, oui, c'est-à-dire que le smile design, alors, en gros, comment est fait une facette, c'est ce qu'on appelle le smile design, c'est-à-dire qu'il y a de la 3D. C'est-à-dire que maintenant, en fait, vous venez au cabinet, sans avoir peur, puisqu'on n'a plus peur du dentiste maintenant. Vous venez au cabinet, le dentiste va faire une empreinte avec une caméra. Voilà, donc c'est plus comme avant, on mettait de la pâte dans la bouche. Maintenant, c'est avec une caméra intrabuccale, c'est un scanner. Voilà. Le scanner, lui, va donc enregistrer un fichier informatique. Le fichier informatique est transmis au laboratoire, et souvent même avec une imprimante 3D. L'imprimante va recréer une facette. C'est ce qu'on appelle le smile design. D'accord, ok. La facette est faite grâce donc à tout un ensemble de technologies. Et c'est fait sur mesure. Vous dites que vous voulez des facettes blanches, on fait des facettes très blanches. Vous me dites que vous voulez des facettes en forme de vampire, par exemple. Ça m'est arrivé pour les canines, tout à fait. C'est fait. C'est ça le smile design, c'est-à-dire qu'on s'adapte à ce que vous souhaitez. C'est ça la technologie. Il y en a qui ont déjà demandé ça. Ah, ça m'est arrivé, un sourire de vampire. Écoutez, on fait. Voilà. Des gothiques. Oui, tout à fait. Des gens qui souhaitent des canines un petit peu pointues. Écoutez, pourquoi pas. Comme ça, ils vont faire peur. Comme ça, ils vont faire peur, voilà. Les vampires, les facettes résolvent beaucoup de problèmes, effectivement. Et en fait, le terme facette dentaire pelliculaire. C'est ça, c'est-à-dire qu'auparavant, les facettes dentaires avaient une épaisseur à peu près d'1 millimètre. Ah, c'est parce que c'est ça, parce que voilà. Donc, comme les facettes étaient très épaisses, il fallait vraiment abîmer les dents pour les coller. Maintenant, les facettes sont ce qu'on appelle pelliculaires. Ça veut dire que c'est des facettes fines comme une pellicule. C'est 0,3 mm d'épaisseur en moyenne. C'est collé sur vos dents, on ne les sent pas, ça tient 20 ans. Oui, quand pelliculaire, même, donc c'est comme une pellicule. Ah oui, 20 ans, oui, c'est 20 ans. Une bonne période de la vie déjà. Oui, comme voilà, 20 c'est ce ans. que j'allais dire. C'est impressionnant. Je pense que ça dure toute sa vie. Ça dépend à quel âge qu'on le fait. Non, mais au niveau médical, il n'y a rien d'éternel de toute façon. Voilà. Quand vous posez une couronne, quand vous posez un amalgame, c'est 20 ans en moyenne. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je fais des facettes à peu près depuis 17-18 ans. Je recommence maintenant déjà mes premiers cas. Mais ça peut tenir même plus longtemps si c'est bien entretenu. C'est toujours pareil. Voilà. Et au niveau du brossage, pareil? Non, donc les facettes, on ne les sent pas en bouche. Vous brossez vos dents normalement, vous mangez normalement. Vous pouvez passer le fil dentaire, vous pouvez passer les brossettes interdentaires aussi. Ce sont vos dents. Ce sont vos dents. Voilà. On ne les sent pas. Donc on fait la même chose, la même hygiène. Vous avez la même hygiène, vous mangez presque normalement. Faites attention quand même de ne pas manger des aliments trop durs quand même. Mais on ne les sent pas, ce sont ces dents. C'est ça qui est important. Je dirais un peu comme, par exemple, pour vous les femmes, c'est comme des faux ongles, entre guillemets.
Voilà, sauf que les faux ongles, ça ne tient pas 20 ans. Voilà. Mais c'est pareil, c'est collé sur les dents. D'accord, ok. Mais c'est intéressant, justement. Et c'est bien, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ces facettes. Malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent pas ces facettes et ne connaissent pas ces techniques-là. Parce que beaucoup de personnes s'imaginent que pour poser des facettes, il faut, comme avant, meuler les dents, tailler les dents. Oui, c'est ça, exactement. On ne citera pas les réseaux sociaux, mais sur certains réseaux sociaux, on voit des dents taillées vraiment en forme de requin pour poser les nouvelles facettes. Ça se fait plus maintenant, ou en tout cas, c'est plus ou moins interdit. Oui. Maintenant, pour poser les facettes, on n'abîme plus les dents, c'est vraiment très conservateur. Oui, parce que ça, le fait de tailler les dents, ça abîme les dents. Bien sûr, ça abîme les dents. Ouais. Une dent, c'est vivant. Une dent, c'est vivant. Il y a un nerf en dessous. Et on va refaire juste un tout petit peu de culture encore. Une dent, c'est un os. Voilà. Une dent, c'est le seul os du corps humain que l'on voit. Tous les os sont internes. Oui, voilà, normalement, voilà. Mais la dent, au niveau structurel, la dent, c'est un os. Voilà. Il y a l'émail et il y a la dentine. En dessous, il y a la pulpe, ce qu'on appelle la pulpe. Une dent, c'est un organe vivant. Et si on taille la dent, si on abîme la dent, effectivement, on risque d'avoir des sensibilités, voire des infections par la suite. Oui, exactement. Donc il faut faire attention à ces dents. Et maintenant, vous savez, si vous voulez un beau sourire, voilà. Vous savez que ça existe, les facettes. Bien sûr, bien sûr. Mais un beau sourire, encore une fois, je terminerai sur ça, la beauté, c'est très subjectif. C'est-à-dire qu'un beau sourire, ça ne veut rien dire au cabinet. Beaucoup de gens me disent, je veux un beau sourire. Mais un beau sourire, c'est un sourire qui vous plaise à vous. Voilà. Vous pouvez avoir un sourire très blanc qui vous plaise à vous et qui ne plaise pas à votre entourage. Un beau sourire, c'est un sourire qui vous convienne, qui vous plaise à vous, où vous êtes bien, où vous vous sentez bien avec. À l'aise. Voilà, à l'aise. C'est ça. Ça, c'est important, justement. Oui. Je pourrais juste poser une question. Là, par contre, c'est un peu plus dramatique, tout que ça vit les gens. Mais est-ce qu'une infection de la dent peut provoquer un cancer? Une infection, alors, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, évidemment, tous les organes du corps humain sont connectés plus ou moins les uns avec les autres. Un cancer, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, une infection de la dent peut entraîner beaucoup de problèmes. Il est connu d'ailleurs pour les sportifs qu'une infection de la dent peut entraîner des problèmes au niveau de l'articulation. Les sportifs sont très suivis par les dentistes, puisqu'une infection dentaire peut entraîner des tendinites, peut entraîner beaucoup de problèmes au niveau articulaire. Voilà. Marrant, si, ça d'ailleurs, c'est lié alors. Tout est lié, bien sûr. Et alors, on parle un tout petit peu dramatique, mais aujourd'hui, heureusement, à notre époque, quand on a une infection dentaire, il n'y a aucun souci, on va chez son dentiste, il le soigne, on prend des antibiotiques. Au début de mon intervention, j'ai parlé des tableaux où on ne représentait pas les dents, mais il y a 200-300 ans, on mourait d'une infection dentaire. Oui, bien sûr. Voilà. On mourrait d'une infection dentaire. Donc, bien sûr. Un cancer, je ne sais pas, mais en tout cas, tous les organes sont connectés. Par exemple, quand on a un rhume, quand on est enrhumé, on peut avoir une sinusite. Donc, les sinus sont à peu près à ce niveau-là. Les sinus sont en rapport avec les dents. Ça veut dire que souvent, au cabinet, il y a des gens qui viennent qui me disent « j'ai mal aux dents ». Je pose toujours la question « est-ce que vous avez une sinusite ?» Parce que souvent, quand on a un rhume, une sinusite, les dents sont en rapport avec le sinus, on peut avoir mal aux dents. Ah oui, inversement, c'est lié. Et inversement, pour rebondir sur votre question, une personne qui a une infection dentaire peut avoir une infection du sinus. Oui, c'est vrai. Tout est connecté. L'organe humain, c'est un seul organe, c'est un ensemble. Merci en tout cas, avec plaisir. David Gutmann. Et j'ai eu des très bonnes questions de la part de... Mais oui, je vois ça. Bah, justement, on va passer à lui maintenant. Je poserai des questions. Moi, je poserai peut-être des questions. C'est parce que vous avez éveillé mon intérêt aussi et que c'était très intéressant. J'ai appris des choses. Je ne suis pas le seul, à mon avis, à avoir appris des choses. Parce que tout ce que je viens d'apprendre là, mis à part le sourire pour l'époque, là, avec les tableaux, j'étais au courant de ça. Mais c'est vrai que concernant ce que vous avez dit par l'habillage des dents, ça, je sais que personne n'est au courant, les gens ne savent pas. Sinon, je peux vous assurer que chez les dentistes, à l'heure actuelle, il y aurait une queue monstre pour se faire ça. Tout le monde ne le fait pas, les facettes. Souvent, je pense que c'est les dentistes spécialisés en esthétique. Bien sûr, c'est les dentistes spécialisés en esthétique. Voilà, bien sûr, tous les dentistes ne le font pas. C'est vraiment spécialité. Là, on est vraiment dans la clinique du sourire. Donc, avec David Gutmann. Il y a certains dentistes ne le font pas. Mais je vois votre livre qui est ici, c'est comme votre livre. Il y a une belle couverture sur votre livre. Et c'est là où, justement, les facettes, c'est un peu comme votre couverture. Donc, alors moi, je vais poser une question. Est-ce que je peux poser... Justement, on va d'abord le mettre en avant, Abina Al-Bouhak, auteur donc, du livre Al-Bouhak,
Excusez-moi. Voilà. Auteur du livre Du sang mêlé sur un trottoir. Même le titre interpelle. Il est dessinateur, artiste peintre, autodidacte franco-algérien, militant associatif contre toute forme de racisme. Donc aujourd'hui, il vient nous parler de son livre. Et c'est vrai que ça interpelle quand même ce... Quelle était votre question? Alors moi, je vais poser une question. Sur les livres en général, et donc sur votre livre, donc je vois qu'il y a une belle couverture. Est-ce que la couverture... Voilà, c'est une couverture quand même qui interpelle. Voilà. Est-ce que la couverture reflète le livre? Ou est-ce que c'est qu'un habillage qui n'a aucun rapport avec le livre? Oh, aussi, complètement. Ça reflète. Voilà, bien sûr, ça reflète complètement le livre. Attendez, je vais regarder. Ça reflète complètement le livre, puisque déjà la couverture, c'est quelque chose que j'ai réalisé moi-même. Il faut savoir que dans ce livre-là, l'originalité du livre aussi, c'est qu'il y a chaque chapitre, il y a 18 chapitres, et dans chaque chapitre, il y a une illustration. Un petit, entre guillemets, un petit résumé de ce qui est écrit, quoi. Et effectivement, c'est, comment je pourrais dire, c'est une histoire particulière, puisque ça se situe en France. Pas spécialement à Paris, il n'y a pas de développement là-dessus. Ça se situe en France, dans un climat particulier, puisque le théâtre de ces événements-là, c'est un théâtre très sombre, en fait. Ouais. C'est la société à l'heure actuelle, mais poussée à l'extrême. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de misère, il y a une forme de racisme assez intense dedans, d'islamophobie, il y a aussi une forme de racisme, d'apartheid social, racial et religieux aussi. Et puis un petit côté aussi un peu, j'allais dire, orwellien, puisque c'est très totalitaire aussi, c'est assez installé dans un régime très totalitaire. Et aussi, comment je pourrais dire, la connaissance, tout ce qui est lié à la connaissance, tout ce qui est lié à la culture, est trié aussi. On ne peut pas lire n'importe quoi, on ne peut pas regarder n'importe quoi, tout est contrôlé. C'est vraiment une ambiance particulière, c'est un théâtre assez particulier, puisque les acteurs qui jouent dedans, qui évoluent dedans, évoluent d'une manière assez chaotique aussi au départ. Voilà. Et aussi, il faut savoir qu'il y a quand même au niveau des termes, il y a des termes qui sont dedans. et j'aime beaucoup, voilà, et j'aime beaucoup page 11, l'avertissement. Qui est dedans, justement d'ailleurs on peut... Page 11, je vais voir page 11. Oui, il y a des termes voilà, il faut, qui pourraient choquer. C'est ça, exactement, il y a des termes, mais je pense que c'est fait exprès. Ah oui, c'est fait exprès pour amener à la réflexion, justement. Alors je suis sur la page 11, avertissement au lecteur. Est-ce que je peux lire? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça me fait très plaisir de lire ce livre. En tant qu'auteur de ce roman d'anticipation sociale et raciale, j'ai choisi de faire s'exprimer mes personnages par des mots qui peuvent choquer, mais qui ne doivent en aucun cas être compris dans le but d'une incitation à la haine. De même, les éditions Baudelaire ne peuvent être tenues responsables des choix des mots qui illustrent et servent ce récit. Exactement. Et c'est ça en fait, c'est l'usage de mots assez crus, assez forts. Je me dis, mais pourquoi il utilise ce terme-là? Justement, c'est fait exprès, c'est vraiment pour interpeller. C'est pour interpeller, mais aussi, il ne faut pas se cacher. Moi, j'ai quelques petits problèmes avec ce niveau-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, on a voulu retirer le mot race enfin, je trouve ça assez stupide dans le sens où si on retire le mot race, ça ne retire pas le racisme. C'est tout simplement, je trouve ça assez aberrant. Pour la petite anecdote, bon là c'est comme je suis quelqu'un j'ai grandi avec Goldorak, vous voyez, dessin animé Goldorak. Et dans ce générique, dans le générique de Goldorak, il y a un moment donné où dans le générique, le chanteur chante et il parle à un moment donné de la race humaine. Enfin, il parle de sauver notre race, je ne sais plus ce qu'il dit exactement. Et en fait, pour la petite histoire, ils ont voulu retirer ce passage-là. Ils ont voulu censurer ce passage-là en disant qu'il n'y a pas de race et tout. Donc ça a choqué, donc ils ont voulu le retirer. Et je trouve qu'on vit dans une société particulièrement hypocrite, puisqu'on veut retirer certains mots. Comme par exemple dans ce livre-là, il y a des mots que j'emploie qui sont un peu crus. Le mot bougnoul, c'est pas sympa. Le mot négro, c'est pas sympa. Mais encore une fois, un type qui est raciste ne va pas dire à toi homme de couleur. Il ne va pas l'appeler comme ça. Il va utiliser il va utiliser ces termes-là. Donc les personnages qui sont dans le roman, un personnage en particulier, emploie ces termes-là. Parce qu'il est raciste, il faut le dire ouvertement, il est raciste. Donc ces mots-là sont adaptés à son langage.
Oui. Donc inévitablement, je suis obligé de les employer et je les emploie sans aucun problème dans ce livre-là, puisque je parle du racisme. Donc je ne vais pas m'amuser à employer d'autres mots. J'emploie les mots qu'on peut employer dans la rue, que des gens emploient dans la rue. Les sales négros, sales bougnoul, sales niakoué, sales juifs, ou ce genre de choses. On l'entend, il faut dire ce qui est, quoi. Donc le simple fait de nier cette réalité-là, je trouve ça un peu incroyable. C'est un peu comme le fait de vouloir... je sais pas, c'est ce petit côté un peu politiquement correct me gêne. Ne pas dire les choses alors qu'en réalité, ils les disent bien. Voilà. Hein. Bien sûr, mais il y a un délit de réalité terrible. Il faut les dire. Bien sûr. Ce qui se passe, il faut le dire. Et je pars aussi du principe que ce qui n'est pas dit, c'est encore beaucoup plus vicieux et beaucoup plus dangereux. C'est comme un poison, ça s'immisce dans le cœur, dans les veines. Ce qui n'est pas dit, un jour ou l'autre éclate. Et ça peut éclater de manière très violente. Donc il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se masquer de la réalité. Donc dans ce livre-là, je dis les choses. Il y a plein de choses à travers, justement, c'est une fiction. Oui, c'est une fiction. Donc à travers cette fiction, mais à la fois c'est aussi attachant parce que on évolue avec ces deux hommes. Bon, je ne vais pas expliquer l'histoire, mais on évolue avec ces deux hommes qui sont par la force des choses attachés ensemble et doivent apprendre à vivre ensemble. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et tous les deux, à la base, ne s'aiment pas. Mais ils se détestent. Voilà. Oui, mais alors, donc, je rebondis sur cela. En fait, c'est un strict reflet de la société, en fait. Mais c'est-à-dire que la société actuelle, c'est ça. C'est on va dire des communautés ou des personnes qui ne s'aiment pas, et c'est malheureux de dire ça, et qui sont obligés de vivre ensemble. Mais quelquefois, ils ne s'aiment pas, ils ne savent pas pourquoi. Oui, c'est ça. Mais souvent, les gens ne s'aiment pas, ne savent pas pourquoi, bien sûr. Oui. Mais en fait, c'est là où, justement, cette couverture est belle, parce que c'est un reflet réel de la société. Oui, voilà. C'est exactement ça. Et c'est vraiment un très bon livre, dans le sens où, bon, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de messages aussi. À la fois, ça remonte les émotions. C'est le but, je pense. Ouais, exact. Parce qu'il y a différents personnages dans ce livre-là. Il y a déjà les deux protagonistes principaux. Il y en a, en gros, il y en a un c'est un noir algérien. Voilà. Et l'autre, c'est un skin. Il déteste les étrangers, il déteste tout le monde, en fait. Il déteste tout le monde, il a une haine qui est dans son cœur, et lui-même ne l'explique pas vraiment, quoi. D'ailleurs, il ne cherche pas à l'expliquer. Il est comme ça, il agit comme ça. Son univers est assez réduit. Et ce qui est autour de lui, il ne se pose pas de questions. Pour lui, c'est forcément des ennemis, c'est forcément des gens néfastes pour lui. Point barre, c'est tout. Il y a la haine qui l'empêche de réfléchir. Tout est occulté, quoi, tout simplement, à cause de sa haine. Et cette rencontre qui va avoir lieu dans des circonstances particulières aussi, puisque cette naissance a lieu dans un événement violent. Voilà, c'est une confrontation entre deux espèces, d'une bande de jeunes et puis des skins. Et cette confrontation fera en sorte que ces deux personnages-là vont se retrouver menottés l'un à l'autre. Et c'est ça un peu l'histoire, c'est que... Enfin, l'histoire, pas sans trop dévoiler les choses. Le fait de rencontrer l'autre va créer une crispation au départ, va créer aussi une confrontation assez violente, verbale et physique. Et après cette confrontation-là, ils n'ont pas le choix, ils vont être obligés de faire ensemble. Ils n'auront pas le choix. C'est ça, exactement. C'est ça qui est beau, justement. Voilà. Alors je dirais même malheureux d'en arriver là, c'est que parfois, pour deux personnes s'aiment, elles sont obligées de passer par une épreuve, quelque part. Ben oui. Mais on le voit. C'est terrible. On le voit par exemple quand il y a des catastrophes. C'est là où on voit même des ennemis travailler ensemble pour justement agir. C'est là justement on peut quand même être optimiste pour la société, dans le sens où vraiment quand quelque chose ne va pas, quand il y a des épreuves, heureusement les chaînes sont déchaînées, quoi. Oui, mais est-ce que l'humain est obligé de vivre des épreuves pour prendre conscience ? Bien sûr. Parce qu'en fait après... Il oublie et il revient à ses anciens schémas d'autodestruction. Bien sûr. C'est ça le problème de certains humains. Et c'est vrai qu'il y a aussi chez tout le monde. On se croit tout. En fait, tout le monde croit se connaître, sans exception. Moi, je pense qu'on me connaît. Tout le monde, on se connaît. Si, on se connaît. On finit par se connaître. Mais quand on apprend à se connaître, en général, on se connaît sur des événements qui sont dramatiques, des événements extraordinaires qui révèlent qui nous sommes réellement. Soit par exemple, je donne un exemple très simple, quelqu'un qui est très bien dans la société, bien intégré, qui a une bonne morale, qui est éduqué, qui éduque ses enfants comme il se doit et tout ça, et qui a une très très bonne morale, des principes incroyables. Voilà.
en temps de guerre, ce type-là peut devenir le pire salaud, excusez-moi du terme, mais le pire salaud qui soit. Et vous voyez le petit jeune qui va faire du trafic, là, qui va vendre du shit à gauche, à droite, comme dans les coins, bon, on connaît quoi. Ce jeune-là va faire peut-être preuve plus de moralité et de courage que ce type-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous révèle réellement, ce sont les épreuves de la vie. Voilà, c'est tout. On ne se connaît pas vraiment, on se connaît dans l'épreuve en vérité. On apprend à se connaître dans l'épreuve et on se révèle dans l'épreuve. À soi-même et on se révèle aux autres aussi. Donc forcément, on ne se connaît pas réellement en vérité. C'est vraiment les épreuves qui font qu'on finit par se connaître par différentes choses. Et c'est un peu ça le livre aussi, c'est qu'ils apprennent à se connaître par l'épreuve et ils se découvrent en fait. Et ce qui est bien aussi dans votre livre, c'est que vous, en tant qu'artiste peintre, vous avez fait plusieurs peintures, vous utilisez justement votre don pour illustrer. Et c'est vrai que les illustrations sont assez sombres aussi. Elles vous amènent déjà elles vous embarquent dans le livre. Donc, ouais, elles sont assez sombres. Elles sont, j'ai choisi 2 couleurs en fait. Là, c'est mon côté, comme je suis un passionné de bande dessinée aussi. Ma référence, c'est Frank Miller. On peut faire montrer d'ailleurs. On peut faire montrer, voilà. Ah oui, là. Voilà, ce personnage-là s'appelle Sikin. Et effectivement, j'ai joué sur les couleurs. Il y a quelquefois certains dessins qui contiennent une couleur rouge intense et d'autres qui n'ont pas du tout de rouge. Enfin, c'est juste une couleur noire, tout simplement. Et j'ai joué là-dessus pour montrer aussi, c'est vrai que c'est une couleur assez violente, il faut dire ce qu'il y a. Oui. Comme là, vient de voir la lune rouge. Cette lune rouge, je pourrais l'expliquer, je ne vais pas l'expliquer. Il faut lire pour comprendre. Mais disons simplement aussi que parmi les personnages aussi, la lune est un personnage. Et c'est pour ça. Et la lune a un petit côté, j'allais dire, bienfaitrice et en même temps aussi un peu néfaste. D'où la couleur rouge derrière ce dessin-là aussi. En fait, la lune aussi est un personnage du roman. Et cette lune accompagne les 2 personnages au cours de leur périple nocturne. Et c'est une question. Oui. Est-ce que le dessin qui est représenté avant chaque chapitre annonce un peu le chapitre? Des extraits de chapitre, oui. Oui, c'est ça, d'accord. C'est ça, d'accord. C'est pas juste une illustration comme ça, d'accord. Non, ça annonce quand même le chapitre à venir. Ça annonce le chapitre à venir. C'est une indication. Ouais, c'est toujours, en fait, une petite indication parce que souvent, ce dessin ça montre juste une petite partie du chapitre. Et après, le chapitre est développé, tout simplement, parce qu'il y a par exemple le chapitre 6. Si vous regardez le chapitre 6, il y a un dessin aussi avec... Chapitre 6, alors attendez, chapitre 6, dans l'autre sens plutôt. Dans l'autre sens, oui. Oui, parce que il est... chapitre 3. Il y a une illustration aussi qui est assez spéciale. C'est une araignée sur... alors vous me dites que c'est une araignée, on va voir si vous connaissez bien. Oui, c'est le chapitre 6, si je ne me trompe pas, et le dessin est une araignée, voilà, oui, c'est ça. Oui, je le montre ici. C'est ça, voilà. Les 2 personnages qui sont là, amorphes, là, à moitié fatigués, en train d'observer une araignée une araignée au plafond. Ça aussi, c'est un petit passage de l'histoire, et puis l'araignée représente quelque chose aussi... C'est beaucoup de symboles, hein? Beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de symbolisme dans votre roman. Il y a des petits clins d'œil, il y a des symboles, il y a aussi... En fait, quand on écrit, il y a quelque chose que j'ai découvert, parce que c'est mon premier livre, en fait, je n'avais jamais écrit avant, il faut le savoir. Et bien, en fait, je me suis aperçu qu'on est comédien. Mais oui, bien sûr. On est obligé de rentrer dans la peau de ces personnages pour pouvoir écrire. Parce que si on ne le fait pas, au niveau de l'émotion, ça ne peut pas passer. Au niveau de la crédibilité des personnages, ça ne passe pas. Et on est obligé de rentrer dedans et d'interpréter chaque personnage. Et en même temps, ces personnages-là sont issus de l'imagination de ces personnages de fiction. Et ces personnages de fiction, d'une manière ou d'une autre, chacun d'eux a un peu de ma personnalité, forcément. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas y échapper. Et chacun d'eux a, j'allais dire, des zones de clarté et d'ombre. Comme aussi, chaque être humain. Voilà. Comme chaque être humain. Et grise aussi. Et grise. Voilà, surtout ça aussi. Où est-ce qu'on peut acheter votre livre? On peut le trouver à la FNAC, ou sur le site de la FNAC aussi, un peu partout, sur Amazon, sur sur des différents sites, quoi, simplement, et y compris, voilà. On le trouve un peu partout, quoi. Le livre, ça a été édité aux éditions Baudelaire, que je salue. Voilà, ils m'ont apporté beaucoup d'aide, ils m'ont orienté comme il se devait, puisque, bon, comme je disais, c'est un chemin que j'ai pris, que je ne connaissais pas du tout, donc j'étais un peu à l'aveugle. Et puis bon, ils m'ont orienté tout simplement, donc j'ai vu la lumière, j'ai suivi la lumière. Voilà.
Eh ben super en tout cas, merci aux éditions Baudelaire et puis à ceux donc qui vont découvrir votre livre Du sang mêlé sur un trottoir. Eh bien là, je vais vous embarquer dans un autre univers, c'est l'instant coaching. Et là, nous sommes partis à la rencontre de Patrick lors d'un salon du bien-être. Il nous parle des soins énergétiques. On regarde. Bonjour à tous, nous sommes au Salon du Bien-être et aujourd'hui dans la rubrique Bien-être, nous sommes donc avec Patrick qui va nous parler de magnétisme. Bonjour Patrick. Je vous parle de magnétisme parce que je suis magnétiseur, n'est-ce pas? Et donc là je suis au salon médecine douce et donc j'ai mon stand qui a 7 tables et donc les personnes qui travaillent avec moi, c'est des personnes qui ont fait des formations. Parce que je fais aussi des formations et je fais des soins dans Paris 10e. D'accord, depuis quand ces formations? Les formations, ça fait une dizaine d'années, j'ai fait des conférences aussi et je travaille comme magnétiseur depuis une vingtaine d'années. Alors, le magnétisme, pour soulager, quel mot? MAUX. Disons que dans le magnétisme, on a une approche globale d'abord. Donc ce n'est pas ciblé uniquement sur des symptômes, mais quels que soient les symptômes, on travaille aussi pour harmoniser. Donc on travaille d'une fois globale et aussi s'il y a un problème particulier, on va traiter aussi le problème. Mais on ne se contente pas de cibler que sur le problème. Donc en clair, c'est une approche holistique. Holistique, c'est le terme exact. Donc alors, vous faites des formations sur Paris. Il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par justement cette alternative-là. Oui, de plus en plus, parce que les gens ils se rendent compte des limites du système et ils se rendent compte aussi de l'efficacité. Malgré qu'on leur ait dit que nous sommes tous des charlatans, ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Et donc ils voient les résultats. Et de plus en plus, les gens ouvrent les yeux sur cette alternative-là. Et donc le salon, c'est un bon moyen de faire connaître le magnétisme, parce que là, nous avons un stand le plus important du salon, de quand même 7 personnes. Voilà, donc c'est visible. Et les gens ont l'occasion d'expérimenter pendant 20 minutes les bienfaits du magnétisme. Donc ils peuvent voir par eux-mêmes si ça leur convient. On a tous en nous ce magnétisme, hein, plus ou moins développé ou pas? Là, il y a un mystère parce qu'il y a des gens qui ont ça d'une façon curative, d'autres qui ont c'est normal. Là, toutes les personnes qui sont là, elles ont ce pouvoir d'apporter du bien-être aux gens. Et voilà, donc toutes les personnes qui ont fait ces formations-là, la sélection se passe déjà sur cette capacité qu'elles ont. Après qu'elles vont développer, certes, mais qu'elles ont déjà à la base. D'accord, donc il y a quand même un test à faire pour voir si réellement la personne a ce don ou pas. Exactement. Et après, les techniques qu'on peut apprendre dans les formations, ce n'est pas la technique qui crée le don. Par contre, la technique va permettre de savoir comment utiliser ce don en évitant de se prendre les énergies nocives sur nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a énormément d'énergie négative, anxiogène, ou même, on va dire nous-mêmes, on peut être anxiogène pour nous-mêmes. Donc le magnétisme, l'énergie, va être une approche qui va nous permettre de nous reconnecter à nous et de nous libérer. Disons que oui, on pourrait dire ça comme ça, on pourrait dire qu'en fait tous, on recherche l'harmonie. Quand ça va mal, on recherche de sortir de nos problèmes. Donc, c'est le désir notre désir le plus cher, c'est de retrouver l'harmonie, la santé, le bonheur et tout ça. Donc le magnétisme va aider à se reconnecter, vraiment à devenir plus soi-même quelque part. À la base, ne sont pas des êtres stressés, on le devient. Vous voyez un enfant qui est très jeune enfant, ils sont dans l'expansion, dans le rire, dans la joie. Ils ont ce potentiel de vie qui est là, cette dynamique. Après, en vieillissant, on a tendance à... Et là, moi, je vois, mais quand je fais des soins, les personnes, souvent, elles sont rayonnantes. Pourquoi? Parce que cette vie qui est en elles commence à un petit peu à l'harmonie se fait beaucoup plus et elle manifeste cette désir, cette énergie de la vie. Voilà, donc ça nous permet d'aller vers ce qu'on a envie d'aller et nous aider à éliminer un peu ce qui empêche cette énergie de vie de vibrer en nous. En fait, je pense que c'est l'expérience. Hein. L'expérience de chaque personne va amener à essayer de comprendre et de ressentir. Parce que c'est ça, l'expérience nous permet de ressentir quand on est réellement conscient
conscient de ce que l'on fait et qu'on accepte aussi de s'ouvrir. Parce qu'une personne qui vient voir, par exemple, une personne magnétiseur doit accepter de laisser sortir ces mots, ces traumas. C'est pas aussi, il n'y a pas de volonté là-dedans. Ça se fait automatiquement. Comme je vous dis, la personne, d'un coup, elle va se sentir mieux. Et donc, fatalement, elle va être dans un état d'esprit autre. Il n'y a pas de faire d'efforts. Elle doit déjà se faire l'effort. Le seul effort qu'elle doit faire, c'est d'accepter de venir se faire. Voilà. Quelqu'un qui dit non, mais j'y crois pas, ils en restent là. Ils font pas l'expérience. Il y en a qui ne croient pas et qui sont cartésiens, mais qui y vont quand même. Hein. C'est arrivé, une personne elle avait des hémorroïdes, elle n'y croyait pas du tout. J'ai fait les soins, elle sentait mieux. Elle n'y croyait pas toujours, mais elle était pragmatique. Ça allait mieux. Point barre. Merci beaucoup. Merci Patrick pour ces explications sur le magnétisme. Et donc vous faites des formations sur Paris, hein, c'est ça ? La prochaine aura lieu le 18 et 19 février. Autrement, je reçois des patients à mon cabinet. Je fais aussi des soins à distance. Voilà. Eh bien merci Patrick pour ces informations sur les soins énergétiques. Vous connaissez les soins énergétiques ? Non, je ne connaissais pas. C'est intéressant. Voilà. Ouais. Bah moi, en fait, comme je disais, pour moi, un magnétiseur, c'est un hypnotiseur. Je crois que c'était ça. En fait. Hypnotiseur, ça, c'est un autre sujet. On va attention, ça, on pourrait débattre dessus. Voilà. Mais bon, là, c'est la fin de l'émission, hein, tout en couleur. Merci en tout cas, David Gutmann, avec le beau sourire, avec les facettes. On a appris énormément. Merci beaucoup. Je souhaite beaucoup de succès à Boulhak pour votre livre Du sang mêlé sur un trottoir. Aux éditions Baudelaire. Et on n'oublie pas Khalidou Tal, hein, pour ceux qui veulent soutenir ce jeune artiste engagé. Vous pouvez donc le trouver sur Facebook, Khalidou Tal. Si je peux rajouter un petit mot sur... un dernier mot. Hein. Un dernier mot, ouais. Youssou N'Dour a eu Peter Gabriel. Ben, ce serait bien que cet artiste-là puisse avoir... même des gens anonymes, mais qui l'aident et qui puissent aider à lancer sa carrière. Il a une très belle voix. Il a une très belle voix. Et puis bon, son morceau est très joli, quoi. Donc il mérite d'être connu, quoi. Voilà, il mérite d'être aidé. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'émission Tout en couleur sur RTV. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.